J'aurais dû dire que, en ma qualité d'avocat, devenant président d'audience, je serais intraitable. Donc, j'ai été laxiste une fois, mais je ne le serai pas plus. Voilà. Je passe la parole à Hassan Ba, que je remercie d'être là, puisqu'il n'était pas là au départ. Je lui passe tout de suite la parole. Merci Stéphane. Merci Stéphane, bonjour à tous. Je serai intraitable moi aussi contre toute discrimination quand ton temps est parti. Voilà, bon, une petite blague. Une petite blague, moi, on m'avait prévenu d'avance que j'avais entre 7 et 8 minutes, hein, selon Daniel, pour vous faire un peu un témoignage, un petit éclairage sur ce qu'a été cette grève des foyers Sonocotra et l'engagement qu'a eu les Gisti, ou ce qu'était le Gisti, ou ce qui était à l'époque à la fois le Gisti, mais qui n'avait pas encore de structure permanente, qui n'avait pas cet aspect formel et cette notoriété d'aujourd'hui, mais qui n'en abattait pas moins un travail extrêmement important. Alors, en deux mots, c'est quoi cette lutte des foyers Sonocotra? Imaginez donc 1974-1979, 5 ans, des travailleurs résidents de foyers. Les foyers, pour ceux qui ne savent pas, c'est une aberration française. C'est le modèle type de l'habitat ségrégatif qui a été imaginé rapidement à la va-vite, à l'époque un peu du laisser-faire, où on avait besoin que les travailleurs arrivent un peu en duplication avec ces recrutements qui étaient faits à partir de l'Office national des migrants. Bon, le patronat aussi allait assez tranquillement, sans grand contrôle. La facilité, ça a été rapidement de trouver dans les zones entre les zones industrielles et les voies ferrées, où le foncier n'était pas si cher que ça, la possibilité de construire vite. Quand ça n'était pas, dans d'autres endroits, simplement le recyclage de vieux hangars ou d'usines désaffectées, etc., pour constituer un habitat rapide, précaire, vite, utile rapidement pour mobiliser un peu de la main-d'œuvre. Voilà, un peu en caricaturant, ou en tout cas en disant clairement ce qu'était pour nous la notion de foyer et ce que c'était, ce que ça représentait. À la différence près que la Sonocotra était, elle, une société d'économie mixte, société d'État où l'État était majoritaire et donc avait, dans la résorption des bidonvilles, engagé tout un travail de construction de foyers pour loger les travailleurs donc dans un bâti un peu plus amélioré, mais aussi avec un encadrement beaucoup plus fort, avec la présence de gérants que nous on qualifiait de racistes parce que majoritairement issus de la coloniale d'Algérie, qui avait pour fonction très très précise de contrôler aussi les travailleurs qui étaient dans ces foyers. Alors donc, 1974-1975, presque 25 000 travailleurs, l'histoire retiendra cette date parce que c'est à peu près ce qu'on a fini par dire, 50 à 60 foyers dans toute la France, mais essentiellement en région parisienne, qui se sont mis en grève des loyers. En grève de loyer pour dire non à des loyers qui étaient particulièrement chers compte tenu des conditions qui étaient offertes, c'est-à-dire en général une chambre de 9 mètres carrés divisée par deux par une cloison, 5,5 maximum pour les chambres les plus grandes à l'époque. Un loyer très cher par rapport à ce que c'était les salaires des travailleurs à cette période. Une surveillance, un contrôle systématique, interdiction de visite, pas de droit de réunion, pas de droit d'association, aucune représentation collective pour discuter les conditions de vie, même les augmentations de tarifs, etc. Et voilà, c'était contre ça que les travailleurs se sont mobilisés pendant 5 ans et ont obtenu, pendant 5 ans, tenu, malgré les difficultés et la répression, les répressions successives, à faire connaître un peu ce qu'était la réalité scandaleuse qu'ils vivaient dans les foyers. Donc c'est dans ce contexte que que je vais essayer de replacer ce qu'a été l'action du justice. Philippe a expliqué
très bien la première intervention aussi, ce qu'était les GISTI à l'époque, 1972. Les GISTI commencent à se formaliser, à peine 2-3 ans éclate la grève, au début 15 foyers, ensuite 23, plus tard une cinquantaine, une grosse mobilisation. Et les revendications du comité de coordination, parce que les travailleurs avaient réussi dans ce contexte d'après 68, où effectivement la mobilisation de l'extrême gauche à l'époque était encore assez forte, et avait réussi à avoir un comité de coordination avec toute une série de réseaux de soutien, du soutien politique, j'allais dire politique en termes de partis, d'organisations syndicales, etc., avec beaucoup de difficultés, beaucoup de tiraillements. Bien sûr, il y avait toute la bataille entre l'extrême gauche contre le Parti communiste, la CGT, et toutes ces questions-là étaient posées, je n'y reviendrai pas. Mais il y avait aussi tout le volet soutien qui était demandé aux experts, aux techniciens du droit essentiellement, à ceux qui, sur aussi la question du bâti et la question du logement foyer, avait des compétences et avait des motivations, notamment beaucoup d'élèves architectes, beaucoup d'architectes, on se souviendra d'un certain nombre que je citerai peut-être. Et puis, il y avait aussi ce besoin pour nous décrypter et de pouvoir faire comprendre aux travailleurs et à l'opinion publique comment étaient constitués ces tarifs de loyer, comment ces travailleurs immigrés isolés dont les familles étaient restées au pays d'origine et dont les allocations familiales étaient perçues mais sans que les familles puissent en bénéficier. C'est à partir de là qu'on finançait une partie du fonctionnement des gestionnaires, et c'est donc à partir de ce financement, qui était déjà une première participation, qu'on offrait les conditions qui étaient celles que je venais de décrire, avec des tarifs qui payaient beaucoup tout le contrôle, les structures de gestion, etc. Et puisque dans les foyers aussi, il y avait des taux d'inoccupation assez importants selon les régions dans lesquelles on était, donc on avait là un pactage assez lourd de prix à payer contre des conditions qui laissaient à désirer. Donc, tout ça, il fallait pouvoir l'expliquer. Et donc, l'apport d'expertise qui a permis de donner une justification claire à l'opinion, une justification à la fois politique, mais simplement claire pour l'opinion, a permis à la lutte des foyers de pouvoir tenir d'abord le temps que ça a tenu et de pouvoir résister aux différents assauts. Alors, là-dessus, qu'est-ce que le GISTI, de façon très précise, a pu faire? Nous, on ne savait pas trop ce que c'était le GISTI, pas le GISTI. On était plutôt dans notre lutte, dans comment l'organiser, comment organiser avec les groupes de soutien, etc. Et voilà que m'approche un jour, à la sortie d'une réunion, Patrick Moni, à l'époque de la CIMAD, et dans un contexte où la CIMAD, compte tenu d'un certain nombre de ses engagements, de certains engagements du secteur migrant de la CIMAD, pas forcément de la CIMAD, mais le secteur migrant dont le responsable était André Le Gui, qui d'ailleurs a payé le prix de cet engagement ou de cette témérité par un licenciement pur et simple, et la disparition ou la décapitation complète de ce secteur migrant, avec Patrick, Pauline et d'autres. Et que donc, c'est à partir de ce moment, d'ailleurs, que est arrivée l'idée pour donner un nouveau travail, d'ailleurs, à André, il faut dire les choses comme ça, que le GISTI aille vers une structure permanente et qu'on trouve des financements, etc. Enfin, nous, on n'y était pas, c'est Patrick qui est un peu la cheville ouvrière de tout ça. Mais pour dire que c'est dans ce contexte-là que nous avons été approchés pour mettre en place ce fameux comité technique dont on a parlé. Parce que le comité de coordination avait ceci de particulier, le contexte, il faisait pour beaucoup aussi, que le regroupement des travailleurs immigrés des foyers était assez sourcilleux, assez jaloux de son autonomie à la fois politique, mais aussi de son autonomie par rapport à tout ce qui pouvait amener un apport technique, d'expertise. Mais le comité tenait à pouvoir piloter sa lutte, organiser, etc. Bien sûr, avec le soutien et l'appui qui étaient sollicités. Et que donc là-dessus, très clairement, on avait 3 types de commissions. Une commission politique,
qui était le comité qui réglait nos affaires avec les soutiens des syndicats et des partis, très très difficile. Comment éviter d'être manipulé, comment éviter qu'on nous taxe d'être manipulé par l'extrême gauche, comment réellement aussi résister aux assauts de certains partis, etc. Ça, c'était la commission politique. Deuxième commission, la commission culturelle, qui était une commission qui nous permettait de faire beaucoup de popularisation par l'audiovisuel, les images, etc. À l'époque, c'était pas aussi développé que ça. Il nous fallait batailler pour avoir des bouts de film, avoir quelques diapositives, faire voilà. Oui, moi aussi, on va me demander de rétrécir. Mais bon, je ne vais pas vous raconter toute la lutte, mais c'est important de vous donner un peu dans quel contexte le comité technique a été mis en place. Le comité technique, qui est donc celui dont moi j'avais la charge en tant que membre du comité, parce qu'on désignait des délégués pour piloter tel ou tel comité. Et c'est là que nous avons, grâce au GISTI, grâce donc particulièrement à Patrick, Arlette Grunstein, Christian Bourguet, Michel Ionyapra, Madeleine Terrasson, Bernard Rettenbach, René Rodrigue, jeune avocate à l'époque avec Chantal Ounspatine, Henri-José Legrand et d'autres qui ont rejoint plus tard, mis en place cette réunion hebdomadaire où toutes les semaines, l'imagination créative était à l'ordre du jour. On réfléchissait. Nous, on ne savait pas trop tous les débats techniques que pouvaient avoir les avocats. Ce qui nous importait, c'est qu'on arrivait du terrain en disant, voilà, dans les foyers, il se passe ça. La Sonocotra attaque. Le ministère de l'Intérieur a attaqué, a expulsé 16 délégués en Algérie. Donc, on veut se battre, on veut résister, etc. Et donc, les procédures se sont faites. C'est comme ça qu'on a pu obtenir ce fameux sursis à exécution du Conseil d'État qui a permis le retour des délégués. Vous imaginez qu'est-ce que ça pouvait faire pour une lutte comme ça que de demander à Bourguet de repartir en Algérie, chercher des délégués expulsés, de les ramener à Orly avec la grosse manifestation de 20 000 personnes. Ça pouvait que nous permettre de continuer notre lutte et de nous renforcer. C'est comme ça qu'on a duré 5 ans. Deuxième vague aussi, c'était la vague des saisies arrêts sur salaire. On se souvient tous qu'Arlette et René ont gagné à Paris la première résistance qui a permis de refuser les saisies sur salaire, où on est ressorti du tribunal en disant eh bien, nous avons sur ce plan aussi raison de pouvoir d'utiliser ce moyen de pression pour pouvoir continuer notre lutte. Et donc, quoi dire de tout ça rapidement? C'est que pour nous, ça a été important, avec le recul aujourd'hui, de constater que cette organisation d'une capacité collective, comme ça, qui discute avec tranquillité, sans que les choses soient très claires, mais en tout cas, une motivation forte de personnes expertes engagées dans leur travail et leur connaissance, pour apporter donc une expertise pluridisciplinaire, parce qu'il y avait aussi les architectes, il y avait aussi les économistes, Gustave Massia, Jean-Yves Barret, Yves Doucet, etc., avec leurs élèves et leurs étudiants, qui nous organisaient aussi un travail, tout un travail de justification technique de ce qu'étaient nos intuitions et nos revendications qui nous paraissaient justes, sans qu'on puisse forcément, face aux interlocuteurs et face au public, expliquer toujours ce qu'il a retourné. Donc ça, c'était le point important. La deuxième chose qui nous est parue très importante avec le recul aussi, c'est le fait que des personnes qui font du droit et qui ont une expertise ont choisi de mettre aussi au cœur, de mettre le droit au cœur des luttes sociales et de luttes collectives portées par, disons, des anonymes, des travailleurs qui seuls n'auraient pas pu, dans des instances comme des tribunaux ou autres, accéder à un certain niveau pour se faire comprendre et se faire expliquer, et donc utiliser les victoires et les conquêtes progressives qui sont acquises pour pouvoir s'exprimer et dire un peu ce qu'était un peu de leur point de vue la justesse de leur lutte. Je pense que ça c'est important, c'était important de faire ce rappel un peu des origines pour la mémoire et pour tous les jeunes aussi qui, je me souviens que Stéphane à l'époque, aujourd'hui brillant avocat, était un jeune qui faisait ses petites révisions pour préparer son bac et nous étions tout à fait contents à ce moment-là de venir chez lui, parce que sa mère participait aussi au comité technique pour faire ce type de travail et donc nous avons eu raison de le faire. La vie continue, l'histoire est encore là et on pourra
Alors, enfin, pour dire, moi, personnellement, ma fierté d'avoir... vous imaginez que pendant 5 ans, je ne faisais pas qu'aller à l'université pour travailler, je travaillais beaucoup plus aussi dans les foyers, et que c'est après, en rejoignant l'équipe permanente du Justi, grâce à Patrick et André, avec lesquels je suis resté 10 ans comme permanent du Justi, que j'ai pu aussi... avec tous les autres membres du Justi qu'on cachait, dont on ne parlait pas toujours, Gérard, Yannick et d'autres, et Pascal, qui était notre trésorier, que j'appelais tous les soirs en disant « Allô, camarades, nous avons besoin de gens d'argent ». Je ne savais même pas qui c'était le trésorier du Justi, haut fonctionnaire caché, qui faisait aussi ce travail d'appui. Donc c'est un peu tout ça qui nous a permis de mener cette lutte, et que moi j'ai rejoint plus tard le Justi, et que je suis fier de pouvoir rappeler ça ici, et que ça nous permette un tout petit peu de revenir à ses origines et de pouvoir nous renforcer là-dessus et nous ressourcer pour avancer encore plus. Voilà, merci beaucoup. Merci Hassan.